Messieurs, bonsoir. Alors Patrice, le projet Usitronic, lancé dans le cadre du Fonds unique interministériel numéro 9 d'ailleurs, vient tout juste de se terminer, hein, et il a donné lieu à 3 démonstrateurs. Un démonstrateur au CETIM CETEDEC, un chez Beau Industrie et un chez Pernay Mill. Patrice, peux-tu nous commenter le fonctionnement de cet îlot de production intelligent? Bonjour à tous. Donc vous voyez ici l'îlot intelligent, donc la réserve de matières premières. On va avoir la possibilité d'utiliser les différents logiciels de simulation, de fabrication assistée par ordinateur pour fabriquer les pièces toujours de plus en plus complexes. On va avoir des transitiques où on va pouvoir récupérer la pièce fabriquée à l'aide d'un robot. Donc nous allons laver la pièce pour justement la contrôler. Donc une fois que la pièce est lavée avec des temps de cycle relativement courts, inférieurs à quelques minutes, on va les déposer sur une machine à mesurer tridimensionnelle pour pouvoir justement mesurer un maximum de dimensions, de surface, de cote et pouvoir comparer le modèle théorique avec le pratique, la pièce fabriquée. En fonction des résultats, on va pouvoir stocker la pièce dans le bac pièce conforme ou à contrôler par la qualité, et la pièce est finalement directement expédiable chez les clients. Donc ensuite, on va justement par rapport à l'analyse mathématique entre la théorie et la pratique pouvoir reboucler en automatique sur la machine-outil. Donc ça permet d'avoir une ouverture aussi au niveau du temps de production, que ce soit la nuit ou le week-end, sans avoir forcément des opérateurs au pied de la machine. Merci Patrice, on a bien compris qu'Usitronic est un système de production adaptatif et agile, hein, donc une brique importante de l'industrie du futur. Exact, c'est vraiment l'îlot du futur, c'est une des pièces maîtresses par rapport aux usines du futur. Alors écoutez, on va essayer d'illustrer l'industrie du futur par la robotique, hein. Je me tourne maintenant vers Bernard Carrera, qui est le patron de la robotique chez Stobli. Et que je suis vraiment ravi d'accueillir, puisque initialement il ne devait pas être présent parmi nous, et donc on a un témoignage enregistré, mais qu'on gardera pour la suite, et pour l'instant vivons-le en réel. Alors Bernard, pour vous, c'est quoi l'industrie du 4.0 ? C'est déjà un terme générique dans lequel on englobe énormément de choses, et l'industrie 4.0, l'usine du futur, c'est un ensemble, c'est un comportement, c'est de l'investissement avant tout, et c'est une progression permanente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'il y aura le grand soir de l'industrie 4.0 ou de l'industrie du futur. Il faut en permanence que les entreprises aient cette réflexion justement d'investissement, d'avoir une vision sur leur propre entreprise et de fédérer autour de projets ce mouvement. Alors effectivement, si on revient de la technologie, on en a vu déjà un exemple ici, des machines, alors on dit intelligentes, le terme est un peu galvaudé, mais des machines qui vont converser entre elles, qui vont s'échanger des statuts et pouvoir être capables de prendre localement, entre guillemets, certaines décisions par rapport au procédé. Et en amont, éventuellement, des ERP qui vont envoyer des ordres, etc. Alors, Stobli est le seul roboticien industriel français qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire. En quoi le robot a une place majeure dans cette industrie 4.0 ? Le robot, il a une place majeure parce que la robotique est en train de bouger à une vitesse impressionnante en ce moment. On parle de plus en plus de robotique collaborative, donc il est important de la situer. Aujourd'hui, on connaît tous la robotique industrielle. On la voit dans les entreprises qui pratiquent les grandes séries, l'automobile, mais pas uniquement. Donc une robotique qui a encore de beaux jours devant elle, hein, donc il n'y a pas de souci particulier, mais un monde de machines dans lequel l'homme n'est pas admis. C'est-à-dire qu'une ligne entièrement robotisée, l'être humain il ne peut pas y aller. Quand il rentre, les robots s'arrêtent. Donc le processus est totalement discontinu. On a des machines, entre guillemets, numériques, et l'homme, permettez-moi de le qualifier d'un peu analogique, donc tout ça ne peut pas s'interfacer aussi facilement. Et à l'autre extrémité, on a un peu ce que je qualifierais du mythe du robot Android. Donc ce mythe, même si on avance, même s'il y a des travaux, etc., n'est pas là encore pour remplacer un opérateur avec toute son intelligence par une machine. Et bien justement, la robotique collaborative, celle qui est en train de se présenter, elle est juste au milieu. Et là, elle existe. Nous avons nous-mêmes dans notre société développé différentes filières grâce à l'évolution de la technologie qui permettent de faire collaborer des hommes avec des machines, et non pas en duel, mais pratiquement en duo, dans la ligne que vous avez montrée à l'instant.
il manquait un opérateur. Mais pour des tâches très particulières, pour de la forte valeur ajoutée, il faut peut-être que l'opérateur se rapproche de ce monde-là, donc sans barrière, sans quoi que ce soit, en totale sécurité. Et bien elle est là, la robotique collaborative. La robotique collaborative, très, très beau mot, un duo plutôt qu'un duel. Alors le robot de demain, il est comment? Enfin, qu'est-ce qu'il sait faire? J'oserais dire qu'il sait faire exactement ce qu'il fait aujourd'hui, mais il collabore. Je serais plus prompt à parler de la robotique que nous connaissons, donc d'une robotique industrielle, mais dans ce cadre-là, il y a aussi ce que l'on appelle des exosquelettes, hein, donc des machines qu'un opérateur humain va enfiler comme un vêtement quelque part, et qui va lui permettre de lui donner de la force. Il aura toujours, lui, l'agilité, l'expérience, une appréciation de l'environnement, le métier, j'oserais dire, mais il ne va pas s'épuiser, peut-être pas s'abîmer également dans ces tâches-là, grâce à ces aides. Mais si je reviens au monde que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de la robotique industrielle, le robot aura toujours quand même encore cette morphologie, mais une fois de plus, la partie importante, c'est qu'il travaille avec l'homme. Il a une notion de son environnement, et à partir du moment où il y a des objets qui viennent dans sa zone de travail ou un opérateur humain, il est capable justement de prendre des décisions pour contourner, pour éviter, pour travailler dans une autre zone, afin de laisser l'opérateur humain vaquer à ses tâches. Et Bernard, rassurez-moi, ces innovations ne sont pas réservées qu'aux grandes entreprises, c'est accessible aux PME? Pas du tout, c'est même un peu tout l'enjeu de la robotique collaborative, à savoir qu'elle va ouvrir très fortement le spectre d'utilisation de la robotique. La robotique aujourd'hui, alors c'est pas uniquement cela, mais c'est vraiment sur de la grande série, sur des processus assez établis, avec certes de plus en plus de flexibilité, on vient d'en avoir la démonstration. En revanche, quand on va tomber dans le domaine de la PME ou peut-être des entreprises beaucoup plus petites, là, ça peut devenir une difficulté parce qu'on ne peut pas avoir un robot associé à un process. Il faut que le robot se réadapte en permanence à ce que l'on doit exécuter. On doit pouvoir le déplacer, on doit pouvoir le mettre en face d'un autre équipement et surtout, on ne doit pas le programmer, on doit lui apprendre à faire le même geste, à faire le même travail. Et c'est là qu'est l'enjeu de la robotique collaborative, c'est de pouvoir, je dirais, embrasser tout le spectre de l'industrie, y compris les très petites entreprises. Merci beaucoup Bernard pour ce témoignage et merci aussi pour votre implication dans le groupe stratégie mécatronique du pôle. Ça fait envie, hein, ces robots. Alors, on va changer de sujet. Patrice, une plateforme outil coupant a été développée au Centre technique du décolletage. Peux-tu nous rappeler en 2 mots en quoi cela consiste? Alors, ça consiste à mettre à disposition des industriels des moyens humains, des compétences et des machines, justement, pour pouvoir accompagner les industriels dans la qualification d'outils coupants ou la compréhension de problématiques lors de la fabrication de pièces. Alors, merci Patrice. Saïd Atier, j'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Le CERN a fait appel à l'expertise du CETIM CETEDEC. Pouvez-vous nous raconter pourquoi et comment avez-vous utilisé cette plateforme d'outils coupants? Merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous. À l'occasion des portes ouvertes de CETIM CETEDEC, on a profité de la plateforme outils coupants. Donc, on avait une problématique sur les outils de coupe complexes avec des formes très serrées. Je parle de plus ou moins 2,5 microns, avec une demande à la rugosité qui est assez haute pour produire les pièces des accélérateurs, des composants de tolérance très serrée. Donc, suite à cette intervention, on a pu caractériser l'outil, on a pu l'améliorer son état, ça veut dire les arrêts de coupe avec ce traitement spécifique, et on a amélioré la qualité considérablement. Et ensuite, les pièces sont mises en conformité. Je parle ici des rugosités sur des pièces en cuivre qui est de l'ordre de 300 nanomètres. Grâce à la plateforme, on a pu l'utiliser. Bien sûr, on est très content, très satisfait par le service, par les compétences au sein de CETIM CETEDEC. Et on est content de compter sur eux pour nous aider à nous aider pour résoudre les défis et les obstacles de cet ordre de grandeur-là.
Merci à tous les trois pour vos éclairages.